Ma famille a dit que j'avais échoué, puis le directeur de la CIA m'a regardé et m'a dit « Madame, vous êtes la présidente de la chambre ?» Je suis Rowaney, j'ai 42 ans. Mais pour la prestigieuse famille, je suis la déception en uniforme. Alors, quand ma mère a appelé au sujet de la fête de promotion de ma sœur, sa voix était d'un acier froid au téléphone. Utilise la porte de service. Ne lui fais pas honte. Une simple instruction pour la fille qu'il croit qui brasse des papiers à l'anglais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur pousse-papier vient de rentrer de l'enfer, ramenant 31 âmes avec elle. Ce sentiment familier, comme un éclat de glace, se logea dans ma poitrine pendant que je conduisais, mais le coup de grâce est venu quand je suis entré par la cuisine, et que ma mère n'a même pas croisé mon regard. Son regard a glissé par-dessus mon épaule comme si j'étais un porte-manteau invisible. « Bien, tu es là, dit-elle. » L'air fut aspiré de mes poumons. J'ai arboré le sourire que j'avais perfectionné pendant 20 ans. Le masque sans faille pour cacher le cri. Avez-vous déjà eu à porter un masque comme celui-là juste pour survivre à votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous, parce que cette nuit-là, la mienne ne faisait que commencer. Les feuilles d'automne de Potomac, dans le Maryland, étaient une tapisserie d'or et de feu, mais le spectacle m'échappait. Je serrais le volant usé de ma vieille Honda Accord, la poitrine oppressée par une douleur familière. Le souvenir de l'appel de ma mère quelques jours plus tôt tournait en boucle sans relâche, sa voix nette et dépourvue de chaleur. Léa a une grande fête ce samedi, avait-elle affirmé, sans demander. Tu devrais être présente. Et Rowan, ne porte pas tes vêtements pratiques. Ils ne sont pas appropriés. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de tes petites aventures. Tu ne dois pas lui faire honte. L'instruction finale fut assénée comme une frappe chirurgicale. Oh, et utilise l'entrée de la cuisine. L'allée principale est pour les hauts fonctionnaires. Je me disais que j'y étais habitué, mais les mots semblaient toujours être un éclat de verre se frayant un chemin à travers mon cœur. J'ai suivi ses ordres, garant ma voiture dans un endroit isolé à côté des gigantesques poubelles de recyclage qui débordaient. L'odeur des feuilles humides se mêlait à l'odeur aigre du service traiteur de la veille. Alors que je franchissais la porte de service et entrais dans la chaleur trépidante de la cuisine, le chef traiteur, un homme que je n'avais jamais vu auparavant, interrompit sa découpe et me lança le même regard curieux qu'il aurait adressé à un nouveau plongeur. Ma mère, Eleanor, se tenait comme une statue dans une robe bleu marine Saint-John, sa posture impeccable. Ses yeux m'ont balayé, une lueur de désapprobation en eux, avant que son expression ne devienne vide. « Bien, tu es là, dit-elle, son ton confirmant mon statut d'élément sur une liste de contrôle. » Elle a pointé un doigt parfaitement manucuré vers une table chargée de cadeaux. « Ton cadeau pour Léa va là-bas, et souviens-toi, ne la dérange pas avant son discours. » Elle n'a pas posé de questions sur mes 10 heures de route. Il n'y a pas eu d'étreinte. Elle a simplement tourné le dos, son attention déjà portée sur le placement d'un plateau de bouchées au homard. Je me suis déplacé à travers la foule scintillante, me sentant complètement déplacé. Mon père, Richard, était en pleine conversation avec un sénateur, riant d'une blague que je ne pouvais pas entendre. Il m'a fait un bref signe de tête de l'autre côté de la pièce, une reconnaissance politique, et non paternelle. Puis Léa est apparue. Elle était une vision dans une robe de soie, glissant à travers la pièce comme une reine dans sa cour. Elle m'a repéré et en a fait tout un spectacle. « Oh, te voilà » lança-t-elle, sa voix assez forte pour que le groupe d'invités à proximité se retourne. Elle a passé un bras autour de mes épaules, son contact ressemblant plus à une contrainte. « Tout le monde » annonça-t-elle avec un sourire mielleux et condescendant. « Voici ma sœur, Rowan. Elle travaille pour le gouvernement. Un travail de bureau quelque part à l'anglais, je crois. » Quelques gloussements polis et bien élevés ont parcouru l'air, du genre qui coupe plus profondément que n'importe quelle insulte directe. J'ai senti le sang me monter au visage, mais j'ai gardé mon sourire. C'était une chose raide et cassante, un masque que j'avais porté pendant 2 décennies. À cet instant, entouré par le bourdonnement des conversations alimentées au champagne, j'ai réalisé la vérité. Dans leur monde, je n'étais pas seulement invisible. J'étais un embarras à gérer. Ils ne savaient pas que ce qu'ils considéraient comme mon échec était le bouclier même qui protégeait ces fêtes somptueuses. Le son étouffé des rires et du cliquetis des verres m'a suivi alors que je m'échappais par les portes-fenêtres sur la terrasse arrière. L'air frais de l'automne était un choc bienvenu, une lame propre tranchant à travers le parfum suffocant et les faux semblants à l'intérieur. Je me suis appuyé contre la balustrade de pierre froide,
mon souffle formant de la buée dans la faible lumière, essayant de ralentir les battements frénétiques de mon cœur. C'est là que je l'ai vu. Ma gorge s'est instantanément nouée. Il calait l'une des lourdes portes. Un simple butoir de porte utilitaire contre la brise du soir. Mais ce n'était pas une brique ou un bloc de bois. C'était un drapeau américain plié. Pas n'importe quel drapeau. C'était le drapeau, celui qui avait drapé le cercueil de mon coéquipier David après qu'il soit tombé à mes côtés à Damas. Je n'avais pas de maison à proprement parler, pas de rebord de cheminée où le placer. Je l'avais donc confié à ma mère pour qu'elle le garde en sécurité, un dépôt sacré. Maintenant, ses plis nets et cérémoniels prenaient la poussière sur le dallage, un coin commençant déjà à s'effilocher contre la surface rugueuse. Pour eux, un symbole du sacrifice ultime, ce n'était rien de plus qu'un objet ménager pratique. Lentement, avec révérence, je me suis agenouillé et les ramassé. J'ai brossé la poussière des étoiles avec la paume de ma main, le tissu de laine semblant à la fois lourd et creux. C'était comme tenir un fantôme. Cette profanation silencieuse et irréfléchie faisait plus mal que n'importe lequel de leurs mots acérés. Laissant derrière moi le bavardage de la fête, j'ai cherché refuge dans la bibliothèque de mon père. La pièce était un sanctuaire d'acajou et de cuir, un mausolée dédié aux succès approuvés de la lignée. Les murs étaient une galerie de réussite. Il y avait Leia serrant la main d'un gouverneur, mon frère dans son uniforme d'apparat recevant une distinction, des diplômes de Yale et de Georgetown, des prix, des promotions et des photos de mariage, tous exposés dans des cadres lourds et ornés. J'ai balayé le mur du regard, cherchant une trace de moi-même. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule photo qui m'incluait, un portrait de famille datant de mes 19 ans. J'ai trouvé le cadre, mais je n'y étais pas. Là où mon moi plus jeune aurait dû se tenir maladroitement à côté de Leia, il n'y avait plus qu'un fragment de la pelouse manucurée derrière nous. J'ai passé mon doigt le long du bord de la photographie à l'intérieur du verre. La coupe était maladroite, une ligne dentelée où j'avais été chirurgicalement retiré. La voix de ma tante Carole a résonné dans ma mémoire, lors d'une fête des années auparavant. Elle l'avait mentionné en passant, un potin de famille anodin. Oh, Éléanor a trouvé un nouveau cadre plus petit, et tu ne rentrais tout simplement pas dedans, ma chérie, avait-elle dit avec un haussement d'épaule. Elle a dû te couper pour équilibrer la composition. Équilibrer la composition. Je n'étais pas une fille. J'étais un élément perturbateur dans leur image parfaite. En regardant cet espace vide, ce vide où j'étais censé être, j'ai senti la vérité s'enfoncer jusqu'à mes os. J'avais été excisé de leur récit bien avant d'avoir quitté la maison. Cet espace blanc dans le cadre m'a ramené plus loin dans le terrier du lapin de la mémoire, jusqu'au jour où l'excision a commencé, il y a 20 ans. Je me tenais dans cette même pièce, l'air épais de l'odeur de cire au citron et de la déception de mon père. Je n'avais pas abandonné l'académie du Federal Bureau of Investigation. J'avais été trié sur le volet, recruté par un homme discret dans un costume gris quelconque qui m'avait rencontré sur le campus de Quantico et m'avait parlé d'un programme clandestin qui n'existait pas officiellement, un programme qui exigeait que je disparaisse. Quand j'ai essayé de l'expliquer à mes parents, il n'y a pas eu de fierté, seulement un silence glacial. Mon père, Richard, se tenait près de la cheminée, son visage un masque de réprobation sévère. Il a finalement parlé, sa voix basse et lourde du poids de son verdict. « Alors, tu abandonnes, dit-il. Ce n'était pas une question. Qu'est-ce qu'on est censé dire aux gens? Que la fille de Richard n'a pas supporté la pression? Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère qui venait de jeter la honte sur sa maison. Tu as transformé l'héritage de cette famille en un embarras. La réaction de ma mère fut plus discrète et d'une certaine manière, bien pire. Elle était assise dans son fauteuil préféré, et son seul mouvement fut le cliquetis délicat, presque silencieux, de sa tasse de porcelaine retournant sur sa soucoupe. Elle m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié résignée qui était infiniment plus écrasante. Tout le monde n'est pas destiné à être exceptionnel, Rowan, dit-elle, sa voix douce, gentille et absolument dévastatrice. Cette seule phrase était devenue la bande-son de ma vie, un rappel silencieux et constant de l'échec qu'il m'avait assigné. Je suis revenu au présent, seul dans la bibliothèque silencieuse. Je tenais toujours le drapeau de David, le serrant contre ma poitrine. Ils célébraient le succès avec des photographies encadrées et des plaques sur le mur. Ils avaient construit un sanctuaire au symbole poli et public de l'honneur. Ils louent les médailles, pensais-je, mais ils sont terrifiés par les cicatrices qui les ont méritées. Les cicatrices qu'ils ne pouvaient pas voir étaient celles qui me définissaient. Ma vie était une collection de moments qu'ils ne comprendraient jamais,
vécu en contraste saisissant et silencieux avec leur monde d'argenterie polie et de poignées de main politiques. Le souvenir qui refaisait surface le plus souvent datait d'un Noël, il y a 3 ans. Tandis que ma famille était réunie autour d'un feu crépitant dans leur manoir du Maryland, l'odeur de dinde rôtie et de pain remplissant l'air, j'étais à des milliers de kilomètres. J'étais assise sur un sol en béton froid dans une planque délabrée à Kaboul, en Afghanistan. Mon dîner de Noël était une barre protéinée crayeuse et une bouteille d'eau tiède. Dehors, les tirs sporadiques et lointains étaient le seul chant de Noël que j'entendais. Mes yeux étaient rivés sur un moniteur granuleux qui suivait les mouvements d'une cible de grande valeur. Je ne pouvais pas bouger, pas dormir, pas quitter l'écran des yeux une seconde. Pendant un instant fugace et stupide, j'ai sorti mon téléphone satellite et ouvert Instagram. Léa venait de publier une photo. Toute la famille était là, rayonnante, levant des verres de vin rouge. Mon père avait son bras autour d'elle. La légende disait, la famille, c'est tout. J'aimerais juste que tout le monde soit là avec nous ce soir. Un rire amer et sans humour m'a échappé avant que je puisse le retenir. J'étais tout le monde, qui n'était pas là. J'étais le fantôme dans leur machine, le rouage invisible qui leur assurait de pouvoir publier leur légende creuse et sentimentale dans une paix bienheureuse. J'ai refermé le téléphone d'un coup sec. Le silence qui s'ensuivit dans cette pièce poussiéreuse était absolu, et la solitude était une présence physique, plus froide et plus perçante que la nuit d'hiver afghane. Cette solitude était une compagne constante, mais elle était plus vive au lendemain d'une mission. Elle est devenue une chose vivante après l'opération Starlight. Les souvenirs de cette opération ne revenaient pas doucement. Ils venaient par éclairs de feu et de chaos. C'était un sauvetage d'otages dans un complexe fortifié en Libye. Le plan a mal tourné dès que nous avons touché le sol. Les renseignements étaient mauvais. Le bâtiment cible était piégé. J'ai eu une fraction de seconde pour prendre une décision. Suivre le plan d'exfiltration et sauver l'otage principal, ou dévier et tout risquer pour un groupe de civils, dont 3 enfants, qui étaient sur le point d'être pris dans les tirs croisés de la milice locale. Le manuel, l'entraînement, mes ordres tout criaient de me tenir à l'objectif principal. J'ai pris une autre décision. Nous avons sorti les enfants. Nous avons sorti tous les civils. Mais le retard nous a coûté cher. Il nous a coûté David et il nous a coûté Marc. Je suis revenu à la base avec des brûlures au 3e degré sur les avant-bras et un trou dans le cœur qui ne se refermerait jamais complètement. Il n'y a pas eu de cérémonie de remise de médailles, pas de conférence de presse, juste un rapport après action classifié qui serait enterré dans un coffre-fort et les cauchemars récurrents qui sont devenus mes nouveaux compagnons de lit. Quelques semaines plus tard, quand je me suis enfin senti assez stable pour appeler à la maison, j'ai eu mon père au téléphone. Je voulais juste entendre une voix familière. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé où j'étais. Sa première et unique question fut, « Fais-tu toujours ce travail sans nom? Quand vas-tu avoir une vraie carrière, Rowan ?» J'ai raccroché le téléphone, la tonalité bourdonnant à mon oreille. Le gouffre entre ma réalité et leur perception de celle-ci était trop vaste pour être jamais comblé. De retour au présent, je me tenais dans le silence stérile d'une chambre de motel bon marché juste à la sortie de l'autoroute, du genre avec des murs fins et des meubles boulonnés. Une faible odeur d'eau de javel flottait dans l'air. J'ai grimacé en retirant le vieux pansement d'une blessure à l'épaule. C'était un souvenir d'un combat rapproché dans un bazar bondé d'Istanbul. Une longue et vilaine estafilade d'un couteau qui s'était approché de trop près. Les points de suture avaient été enlevés, mais elles s'étaient de nouveau enflammées, rouges et irritées. Avec l'efficacité exercée d'un médecin de terrain, j'ai nettoyé la plaie avec une lingette antiseptique de mon sac d'intervention, appliqué une nouvelle couche de pommade et l'ai habilement enveloppé dans un bandage propre. J'ai tout fait sans miroir, au toucher. Mes mains étaient stables, mes mouvements étaient sûrs. C'était ma vie, mise à nu, une existence solitaire à panser mes propres blessures, visibles et invisibles, dans l'anonymat tranquille de chambre louée. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je ne voulais même plus de leur compréhension. Mais en apercevant mon reflet dans le miroir sombre de la salle de bain, j'ai vu l'épuisement profond dans mes yeux. J'ai vu les ridules gravées là non par l'âge mais par trop de levers de soleil vu du mauvais côté du monde. Et un souhait profond et douloureux a fait surface, un désir si féroce qu'il m'a surprise. J'aurais juste souhaité pour une fois qu'il puisse me voir. Pas l'échec, pas l'abandon, mais la survivante. Je me suis penché plus près, mon souffle embuant le verre, et j'ai murmuré au visage fatigué qui me regardait, « Tu es toujours là, Rowan, et c'est suffisant. » Mais l'était-ce ? Parfois,
au cœur de la nuit, je me demande s'il y a quelqu'un sur cette terre qui puisse me regarder sans voir l'ombre de ma famille se profiler derrière. Je ne suis pas retourné au motel. La pensée de ces 4 murs beiges me semblait plus étouffante que jamais. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but dans les rues de Washington DC, les blessures de la soirée encore à vif et saignantes. Sur une impulsion, je me suis retrouvé à Georgetown, m'arrêtant devant The Ton, un bar souterrain classique avec des murs de briques et des plafonds bas à poutres apparentes, le genre d'endroit où personne de ma famille, avec leur préférence pour les salons d'hôtels stériles et haut de gamme, ne mettrait jamais les pieds. Je me suis glissé sur un tabouret en bois usé au fond du bar. L'odeur de vieille bière et de chêne, une couverture étrangement réconfortante. J'ai commandé un bourbon sec, ayant besoin de la brûlure pour chasser le froid de mon âme. Je regardais le liquide ambré, le faisant tourner dans mon verre, quand une voix grave et familière a grondé à côté de moi. « Rowaney, que je sois damné. » Je n'en crois pas mes yeux. J'ai levé les yeux et mon souffle s'est coupé. C'était Marcus Vance, mon ancien instructeur du Farm, le centre d'entraînement de la Central Intelligence Agency dans la campagne de Virginie. Il avait l'air plus âgé maintenant, ses cheveux noirs devenus d'un argenté distingué. Mais ses yeux étaient les mêmes, plissés au coin avec une chaleur profonde et compréhensive. Il n'était pas censé être ici. Il était censé être à la retraite, à pêcher sur un lac quelque part dans le Montana. Il a tiré le tabouret à côté de moi, faisant signe au barman pour une bière. Il n'a pas posé de questions sur ma famille, n'a pas offert de platitudes vides sur la fête que j'avais manifestement juste fui. Il m'a regardé dans les yeux, un vrai regard évaluateur. Cette situation à Tripoli l'année dernière, dit-il, sa voix basse et sérieuse. J'ai entendu dire que tu avais géré ça avec sang-froid. Sacrément bon travail. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. C'était la première fois depuis des années, des décennies peut-être, que quelqu'un me parlait de mon travail, non pas comme un travail sans nom ou une petite aventure, mais avec le respect silencieux et profond d'un collègue professionnel. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, chassant une partie de la glace. J'ai juste fait mon travail, Marcus, ai-je réussi à dire. Il a grogné, prenant une longue gorgée de sa bière. Ne te sous-estime pas, gamine. Ne fais jamais ça. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment avant qu'il ne reprenne la parole. Tu as l'air d'avoir besoin d'un vrai repas. Mon appartement est à quelques rues d'ici. Je fais un chili d'enfer. Je n'ai hésité qu'une seconde avant d'acquiescer. Tout était mieux que de retourner à la solitude écrasante de ma chambre de motel. Son appartement était petit mais propre, une garçonnière remplie de livres et de vieilles cartes. L'air sentait le café et la cire pour bois. Ma femme Hélène est décédée l'année dernière, dit-il doucement, comme s'il sentait ma question tacite. Il se déplaçait dans la petite cuisine avec une grâce facile et exercée. Ça fait du bien de cuisiner pour quelqu'un de temps en temps. Il m'a tendu un bol fumant de chili épais et sombre et une tranche de pain de maïs frit à la poêle, doré et croustillant sur les bords. Nous nous sommes assis à sa petite table de cuisine sous la lueur chaude d'une seule lampe suspendue. Nous n'avons pas parlé de ma famille. Nous avons parlé de la vie que nous connaissions, de vieilles campagnes et de camarades tombés au combat. Je me suis surprise à lui raconter l'opération Starlight, les mots se bousculant hors de moi, racontant le choix impossible, le feu, la perte de David et Marc. Je lui ai dit tout ce que j'avais enfermé, tout ce que j'avais porté seul si longtemps. Il a juste écouté. Il n'a pas interrompu, n'a pas offert de conseils, n'a pas jugé. Il m'a juste laissé parler jusqu'à ce que l'histoire soit terminée, jusqu'à ce que le silence s'installe à nouveau dans la pièce, lourd mais plus douloureux. Quand j'ai eu fini, il a simplement hoché la tête, son regard stable et bienveillant. « Tu as pris la bonne décision, gamine, dit-il, la voix ferme. La compassion n'est pas une faiblesse dans notre métier. C'est tout le putain de but. C'est l'arme la plus puissante que nous ayons. Et juste comme ça, le barrage que j'avais si soigneusement construit en moi pendant 20 ans s'est finalement rompu. » Une larme a glissé sur ma joue. Puis une autre, des larmes chaudes et silencieuses de chagrin et de gratitude et un soulagement si profond qu'il en était vertigineux. Marcus n'a pas dit un mot. Il a juste fait glisser une boîte de mouchoirs sur la table vers moi et m'a laissé pleurer. Quand j'ai finalement été prête à partir, mes épaules plus légères qu'elles ne l'avaient été depuis des années, Marcus m'a arrêté à la porte. Il a pressé un petit objet lourd dans ma main. C'était une petite boussole en laiton antique, sa vitre rayée et ses bords usés par le temps. Elle m'a guidé à travers 3 guerres, dit-il, refermant mes doigts autour d'elle.
Elle est à toi maintenant, pour que tu puisses toujours retrouver ton chemin. Il a fait une pause, et ses yeux ont rencontré les miens avec une intensité qui m'a ancré. Et souviens-toi de ça, Rowan. La maison, ce n'est pas l'endroit où tu es né. C'est l'endroit où ils t'attendent. Ces mots étaient une bombe, un baume cicatrisant sur une blessure que je ne savais même pas encore ouverte. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir un endroit où appartenir. Une famille non pas de sang, mais d'esprit. Je n'étais plus un navire solitaire dans la tempête. Quelqu'un tenait une lumière pour moi. Alors que je me tournais pour partir, il a ajouté une dernière chose, sa voix une note basse et préventive. Sois prudente, Rowan. Les gens qui sont habitués à te voir vivre dans leur ombre n'aimeront pas quand tu commenceras à briller. Pendant une semaine, j'ai vécu de la chaleur tranquille que Marcus m'avait donnée. Je portais le poids de sa boussole dans ma poche, un rappel constant et solide que je n'étais pas entièrement seul. Pour la première fois depuis longtemps, un fragile sentiment d'espoir a commencé à prendre racine dans le sol aride de mon cœur. Peut-être que les choses pourraient être différentes. Peut-être que je pourrais être différente. Puis mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait « Richardet ». Mon père ne m'appelait jamais. Jamais. Un œuf froid de suspicion s'est serré dans mon estomac, mais je l'ai repoussé et j'ai répondu. Rowan, a-t-il commencé, sa voix imprégnée d'une chaleur artificielle et exercée que je ne connaissais que trop bien depuis ces années en politique. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, coupant court à la comédie. Il a gloussé, un son sec et creux. Toujours droit au but, n'est-ce pas? Écoute, j'appelais juste pour discuter. Un de mes amis m'a dit que tu connaissais assez bien le sénateur Peterson. Tu as pris un verre avec lui l'année dernière à cette collecte de fonds, n'est-ce pas? Le nœud dans mon estomac s'est transformé en glace. J'avais assuré la supervision de la sécurité pour le voyage diplomatique de Peterson au Moyen-Orient. Nous n'étions pas amis. Nous avions une relation professionnelle basée sur le respect mutuel. Je le connais, ai-je dit prudemment. Merveilleux, merveilleux, a-t-il claironné. Eh bien, il se trouve qu'il est le vote décisif au comité des crédits pour un nouveau projet de financement du contre-terrorisme, un projet que Leia dirige. Ce serait un grand pas pour sa carrière. Il a fait une pause, laissant la sous-entendue planer dans l'air. Je pensais juste que si tu avais un moment, tu pourrais glisser un bon mot, tu sais, pour la famille. Pour la famille. Les 3 mots qu'ils utilisaient toujours pour déguiser une demande. Il n'y avait aucune question sur ma vie, aucune mention de la fête, aucune curiosité sur mon bien-être. J'étais simplement un outil à utiliser, un contact dans son Rolodex à exploiter pour l'avancement de Leia. Mes compétences, mon réseau, toute ma vie dangereuse et cachée où tout était invisible jusqu'au moment où cela pouvait servir leur ambition. Je verrai ce que je peux faire, ai-je menti, ma voix plate. C'est ma fille, dit-il, la fausse chaleur revenant. Et puis il a raccroché. Le lendemain, ma mère a appelé. Son approche était différente, plus raffinée, mais non moins prédatrice. Elle m'a invité à déjeuner au Adams, un endroit surplombant la Maison Blanche, connu pour ses déjeuners d'affaires et ses prix exorbitants, un endroit qu'elle savait que je détestais. Je l'ai rencontré là-bas, me sentant déplacé dans mon simple pantalon et ma blouse, au milieu de la mer de costumes sombres et d'ensemble Chanel. Eleanor était dans son élément, parfaitement coiffée, portant un blazer Chanel couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Pendant 20 minutes, elle a parlé de choses insignifiantes, son prochain voyage en Toscane, un gala de charité, le brio du récent travail de Leia. Elle a remué son thé glacé avec une longue cuillère en argent, l'image de l'élégance détachée. Puis elle a tendu son piège. Rowan, ma chérie, a-t-elle commencé, posant sa cuillère avec un léger clic. Ton père m'a dit qu'il t'avait parlé. Il est si important que tu aides ta sœur avec ça. Tu le dois à cette famille. Un rire sans humour m'a presque échappé. Vous devoir quelque chose, ai-je dit, en gardant ma voix basse et égale. Après tout, tu penses que je vous dois quelque chose? Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux sont devenus froids. C'était comme regarder une journée agréable gelée en un instant. Je pense que tu nous dois ta loyauté. Nous t'avons tout donné. Un bon nom, une éducation, des opportunités que tu as choisi de jeter. Elle s'est légèrement penchée en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Tu as toujours été égoïste, Rowan, ne pensant qu'à toi et à ta vie étrange et secrète.
Il n'est pas étonnant que tu ne sois jamais arrivé à rien. Leia, en revanche, comprend le devoir. Maman, ai-je dit, ma patience à bout, je ne dois rien à personne. L'assaut final et le plus direct est venu ce soir-là. On a frappé vivement à la porte de ma chambre de motel. J'ai ouvert pour trouver Leia tenant une bouteille de cabernet cher et souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Grande sœur, a-t-elle roucoulé, passant devant moi pour entrer dans la petite pièce. Je sais que tu es en colère, mais je suis venu faire la paix. Elle a posé le vin sur le bureau en stratifie bon marché. Je ne t'aiderai pas, Leia, ai-je dit en fermant la porte. Son sourire s'est crispé une fraction de seconde. Ne sois pas comme ça. Pense Y comme un échange. Tu m'aides et je peux t'aider. Elle a regardé la pièce terne avec une pitié théâtrale. J'ai des relations maintenant. Je pourrais parler à certaines personnes au bureau. Te trouver un poste plus convenable. Quelque chose de réel. Un bureau, une pension, de vrais avantages. C'est le moins que je puisse faire. Ce n'était pas une offre. C'était l'insulte ultime. Un pot de vin enrobé de condescendance. Elle proposait de me sauver de la vie même de sacrifice et de sens qu'elle était incapable de comprendre, brandissant le succès qu'on lui avait servi sur un plateau comme un prix pour ma docilité. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma colère une pierre froide et dure dans mes entrailles. Je n'ai pas besoin que tu me trouves un travail, Leia. Et je ne vais pas utiliser les relations pour lesquelles j'ai saigné pour faire avancer ta carrière. Le faux sourire a complètement disparu, remplacé par un regard de venin pur et sans mélange. Son visage s'est durci. Très bien, siffla-t-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure glacial. Fais comme tu veux. Elle a attrapé son sac à main, laissant le vin sur le bureau comme une pièce à conviction abandonnée. À la porte, elle a fait une pause et m'a regardé, ses yeux brillants de malice. Alors ne me blâme pas, dit-elle. Elle venait de déclarer la guerre, et elle n'avait aucune idée à qui elle cherchait des noises. La menace de Leia, alors ne me blâme pas, est restée suspendue dans l'air vicié de ma chambre de motel bien après son départ. C'était une promesse. Je ne savais tout simplement pas avec quelle rapidité elle comptait la tenir. Quelques jours plus tard, j'étais de retour à The Thon, partageant une bière tranquille avec Marcus. C'était le seul endroit de la ville qui ressemblait à un sanctuaire. Mon téléphone, posé face contre table sur le bois sombre du bar, s'est soudain mis à vibrer sans cesse. Pas un seul appel, mais une cascade de messages textes, l'un après l'autre, de collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Une terreur froide, aiguë et familière, a serpenté le long de ma colonne vertébrale. J'ai pris le téléphone. Le premier message était un lien d'un ancien analyste. Pas de texte, juste le lien. J'ai appuyé dessus. Mon sang s'est glacé. C'était un article sur un blog politique de premier plan, agressivement de droite, le genre qui se spécialise dans les scandales internes de Washington. Le titre était une question tendancieuse, Opération Starlight, héroïsme de la CIA ou mise en danger imprudente? Mes mains ont commencé à trembler en lisant. L'article était un chef-d'œuvre d'insinuation et de diffamation. Il dépeignait une agente rebelle, moi, qui, poussé par l'ego, avait ignoré le protocole et causé directement la mort de 2 agents américains juste pour sauver quelques ressortissants étrangers anonymes. Il laissait entendre une dissimulation massive de la part de l'agence pour éviter l'embarras. Mais ce sont les sources qui ont arrêté mon cœur. L'ensemble du récit, affirmait l'article, était basé sur des informations provenant d'une source proche de la famille A, qui s'inquiète depuis longtemps de l'instabilité de l'agente. Une source proche de la famille A. Leia. Elle ne m'avait pas seulement menacé. Elle avait pris le moment le plus sacré et le plus douloureux de ma vie professionnelle, la mission qui m'avait coûté David et Marc, et l'avait tordue en une arme. Elle profanait leur mémoire, présentant leur sacrifice comme une conséquence de ma prétendue incompétence. Il ne s'agissait plus seulement de saper ma carrière. C'était une violation. C'était une profanation. Les années de rejet silencieux, d'être traité comme un fantôme, n'étaient rien comparé à cela. C'était une trahison des morts. Une rage blanche, pure et plus puissante que tout ce que j'avais jamais ressenti, a consumé jusqu'à la dernière parcelle de mon sang-froid si soigneusement construit. J'ai jeté quelques billets sur le bar, marmonné un « je dois y aller », c'est qu'à un Marcus déconcerté, et suis sorti en trombe dans la nuit. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste conduit. Les 10 miles de route jusqu'à l'appartement chic de Leia à Georgetown ont semblé être une course-poursuite à grande vitesse de 100 miles.
J'ai trouvé une place de parking, abandonné ma voiture et sonné à son appartement. Quand la porte s'est déverrouillée, je me suis frayé un chemin dans le hall et j'ai pris l'ascenseur, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte de son appartement. Le son de jazz léger et de rire s'en est échappé. Leia était dans le salon, tenant un verre de vin blanc, entourée d'un petit groupe de ses amis à la mode et ambitieux. Ils se sont tous tournés pour me regarder alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, respirant lourdement. Le visage de Leia a pâli quand elle a vu le regard dans mes yeux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste traversé son cher tapis persan, levé mon téléphone avec l'article affiché à l'écran, et le lui ai collé au visage. Le silence est tombé sur la pièce. La musique de jazz a soudain semblé forte et obscène. Et puis l'une des amies de Leia, une femme insipide avec un brushing parfait, a gloussé nerveusement et a dit les mots qui ont scellé le sort de ma sœur. Oh mon Dieu, Leia, tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que faire fuiter cette histoire marcherait. L'aveu est resté en suspens, nu et laid. J'ai vu l'éclair de fureur dans les yeux de Leia, non pas envers moi, mais envers la stupidité de son amie. La vérité était sortie. Elle avait intentionnellement, malicieusement utilisé la mort de mes collègues comme un pion dans son jeu mesquin de rivalité fraternelle. Une manœuvre calculée pour prouver sa propre supériorité. J'ai enfin trouvé ma voix. Ce n'était pas un cri. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus dangereux. Tu ne m'as pas seulement trahi, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais elle a tranché le silence comme un rasoir. Tu as trahi la mémoire des hommes qui sont morts, pour que tu puisses te tenir ici dans ton petit monde sûr, à boire du Sauvignon blanc. J'ai regardé chacun de ses amis, leur visage un mélange de choc et d'inconfort. Puis mes yeux se sont de nouveau fixés sur Leia. J'ai regardé la dernière once de couleur s'écouler de son visage. Je me suis retourné et suis sorti sans un autre mot. Alors que je retournais à ma voiture, la rage qui avait été un enfer brûlant en moi a commencé à se refroidir, se cristallisant en quelque chose de dur et de clair, un diamant de résolution pure et sans mélange. Les années de silence étaient terminées. Je les avais laissées me définir, me diminuer, et maintenant profaner le cœur même de qui je suis. Plus jamais. Je suis monté dans ma voiture, le moteur rugissant à la vie avec un grognement satisfaisant. J'ai sorti mon téléphone sécurisé et crypté et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. On a répondu à la deuxième sonnerie. Bureau du directeur Carter. C'est Rowan, ai-je dit, ma voix stable et claire. J'ai besoin d'une réunion avec le directeur immédiatement, et j'ai besoin d'un créneau pour une allocution principale à la prochaine conférence sur la sécurité nationale. J'ai fait une pause, mes prochains mots formant ma propre déclaration de guerre. Le sujet sera les leçons tirées des opérations sans nom. Le jeu avait changé. Ils voulaient un combat public. J'étais sur le point de leur en donner un. Il y a un moment où on vous a poussé trop loin. Un moment où garder le silence n'est plus une option. C'est le moment où vous décidez de vous battre. Si vous connaissez ce sentiment, si vous avez déjà atteint ce point de rupture, laissez un simple emoji de feu dans les commentaires. Il est temps de faire monter la température. La rage blanche qui m'avait propulsé hors de The Ton avait servi son but. Maintenant, elle avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus utile, une concentration froide, claire et absolue. La tempête émotionnelle était passée, laissant derrière elle l'esprit calme et concentré d'une agente de terrain se préparant pour une mission. C'était un champ de bataille différent, mais les principes étaient les mêmes, connaître son objectif, connaître son ennemi et assembler ses armes. Le lendemain matin, j'étais à l'anglais, assise en face du directeur David Carter à une table de conférence stérile. La pièce était une CIF, une installation d'information compartimentée sensible, insonorisée et sans fenêtre, un endroit où les secrets étaient une monnaie d'échange. Je n'ai pas perdu son temps avec des drames familiaux ou des appels émotionnels. Je lui ai présenté la situation comme un briefing de renseignement, une fuite ciblée de détails opérationnels classifiés, une violation claire de la sécurité nationale provenant d'une source nationale, et le potentiel de dommages importants au moral et à la crédibilité de l'agence. J'ai ensuite présenté ma solution, non pas une enquête interne qui serait enterrée, mais une correction publique du récit, une allocution principale à la prochaine conférence sur la sécurité nationale. Carter, un homme connu pour son esprit vif et ses silences encore plus vifs, a écouté sans interruption. Il a joint ses doigts en clocher, ses yeux me sondant, cherchant le moindre soupçon d'instabilité émotionnelle, de vendetta personnelle. Il n'en a trouvé aucun.
Il n'a trouvé qu'un officier supérieur présentant une réponse stratégique à une menace. Il est resté silencieux pendant une minute entière, une minute qui s'est étendue en une éternité. Puis il a donné un seul hochement de tête décisif. « Vous avez 20 minutes sur la scène principale, et, dit-il, la voix plate. Ne me faites pas regretter cela. Ce n'était pas seulement une permission. C'était une validation. Dans cette pièce stérile et silencieuse, le chef de la centrale intelligence et agency m'avait accordé sa confiance. Il savait exactement ce que je faisais. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de travail méthodique. On m'a donné accès à un centre de données sécurisé au plus profond des entrailles du siège de l'agence. Une pièce froide et bourdonnante remplie de serveurs qui contenaient la vérité brute. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de preuves. Je ne constituais pas un dossier contre ma sœur. Je construisais une forteresse de faits. J'ai extrait le rapport après action complet et non expurgé de l'opération Starlight. J'ai récupéré les journaux audio cryptés de la mission, les appels frénétiques, les ordres calmes, les adieux finaux et déchirants de David et Mark. J'ai accédé à l'imagerie satellite déclassifiée et au débriefing sous serment des membres survivants de l'équipe. Puis vint la partie la plus difficile. Invoquant un impératif de sécurité nationale clair basé sur la fuite, j'ai déposé une demande formelle pour les journaux de toutes les communications externes des appareils gouvernementaux de ma sœur pour le mois passé. La demande a été approuvée. Les preuves étaient accablantes et irréfutables, une piste numérique claire de courriels et de messages textes cryptés entre Leia et le blogueur politique. Elle ne lui avait pas seulement parlé. Elle lui avait fourni une version soigneusement organisée et déformée des événements, complète avec des détails opérationnels que seul un initié pouvait connaître. Mes armes n'allaient pas être l'émotion ou les accusations. Elles allaient être des faits horodatés et indéniables. La nuit précédant la conférence, je me tenais dans ma chambre de motel tranquille, la présentation entière chargée sur une seule clé USB cryptée. Ma garde-robe de combat était disposée sur le lit. Je n'avais pas choisi un tailleur pantalon de pouvoir ou une robe élégante. Il n'y aurait pas de performance, seulement une présentation de la vérité. J'avais choisi une simple blouse en soie gris anthracite, un pantalon noir sur mesure et des chaussures plates en cuir pratique. C'était l'uniforme d'une professionnelle, d'une analyste, d'une experte. Il ne criait pas « Regardez-moi ». Il murmurait « Écoutez-moi ». Comme touche finale, j'ai pris une petite broche discrète dans mon coffret à bijoux, l'insigne de mon ancienne unité de la division des activités spéciales. Elle était assez petite pour être presque imperceptible pour les non-initiés, mais pour les quelques personnes dans l'auditoire qui sauraient, elle en dirait long. C'était un signal silencieux d'authenticité. Je me suis tenu devant le miroir, non pas pour vérifier mon apparence, mais pour vérifier ma résolution. Le reflet qui me regardait n'était pas Rowan, la fille blessée, la sœur invisible. C'était un officier supérieur du renseignement. La colère était partie. La douleur était compartimentée. Tout ce qui restait était une préparation calme et d'acier. J'étais prête. Le lendemain matin, l'air en coulisses de la salle de conférence était épais d'énergie nerveuse et d'odeur de café rassis. Je pouvais entendre le faible murmure d'un millier de participants trouvant leur siège. Ma famille, je le savais, serait au premier rang, une courtoisie offerte à la famille d'un conférencier principal. Une courtoisie qui allait bientôt ressembler à une malédiction. J'ai entendu le modérateur sur scène commencer ma présentation, une carrière de service distingué, bien que discret. Je me tenais dans l'obscurité des coulisses, le petit poids lourd de la clé USB dans ma poche. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains étaient stables. Je sentais le calme familier et concentré qui s'installait toujours sur moi juste avant le début d'une opération. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir l'officier Rowanais. Le projecteur a frappé la scène. Les applaudissements ont commencé. C'est le moment, pensais-je, où la vérité retrouve sa voix. Les applaudissements polis se sont tus alors que je me dirigeais vers le centre de la scène. La chaleur des projecteurs ressemblait à une lampe d'interrogatoire, mais pour la première fois, ce n'était pas moi qui étais interrogé. L'auditorium était vaste, une mer de visages attentifs venus de tous les coins de la communauté du renseignement. Et là, au premier rang, était assise ma famille. C'était une place d'honneur, une courtoisie offerte à la famille d'un conférencier principal. Mon père, Richard, avait l'air fier d'une manière détachée et politique. Ma mère, Eleanor, était une image de sang-froid posé. Et Leia me regardait avec un sourire narquois de triomphe suffisant.
Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que c'était mon exécution publique. J'ai atteint le pupitre mais ne me suis pas caché derrière. J'ai pris le microphone sans fil, fait quelques pas en avant et me suis tenu directement dans la lumière. Le grand écran derrière moi est resté vide. Je n'ai pas regardé ma famille. J'ai regardé l'auditoire, les généraux, les analystes, les agents de terrain et les décideurs politiques. Bonjour, ai-je commencé, ma voix calme et stable, amplifiée dans la salle caverneuse. Le programme dit que mon sujet aujourd'hui est les menaces asymétriques émergentes. Mais je ne vais pas parler de stratégie. Je vais vous raconter une histoire. Elle porte sur le véritable coût du renseignement. Elle porte sur le prix de la vérité. Un faible murmure a parcouru la foule. Ce n'était pas la présentation sèche et académique à laquelle il s'attendait. J'ai vu le directeur Carter, assis au deuxième rang, faire un hochement de tête presque imperceptible. Elle porte sur une mission appelée Opération Starlight, ai-je continué. J'ai procédé à leur narration, non pas avec des tableaux et des graphiques, mais avec la réalité viscérale des événements. J'ai parlé des mauvais renseignements, de la planque compromise, de l'odeur de poussière et de cordite. J'ai parlé des visages des civils terrifiés que nous avions trouvés blottis dans un sous-sol. J'ai parlé de David et Mark non pas comme des statistiques mais comme des hommes. J'ai décrit les blagues stupides de David qui nous gardaient sains d'esprit pendant les longues gardes de surveillance et l'habitude de Mark de toujours garder un morceau de chocolat de ses rations pour les enfants du coin. Je les ai rendus réels. J'ai fait sentir à l'auditoire le poids du choix impossible auquel j'ai été confronté dans ce moment de chaos. Toute la salle était silencieuse, captivée. Puis j'ai changé de ton. La conteuse est devenue l'analyste. Récemment, ai-je dit, ma voix devenant plus nette, plus clinique, il a été suggéré dans certains forums publics que cette opération était en fait un échec imprudent. Il a été allégué que des vies ont été perdues à cause de l'ego d'un officier et que les événements ont été par la suite dissimulés par l'agence. J'ai laissé l'accusation flotter dans l'air un instant. Puis, pour la première fois, j'ai laissé mon regard dériver vers le premier rang, droit dans les yeux de Leia. Ce récit, ai-je dit, ma voix baissant mais portant un nouveau poids, a malheureusement été propagé par des sources qui cherchaient à instrumentaliser le sacrifice à des fins personnelles. J'ai vu Leia se raidir. Le sourire narquois sur son visage a vacillé, remplacé par une lueur de confusion. Le front de mon père s'est plissé. La désinformation est une arme puissante, ai-je déclaré, ramenant mon attention sur l'auditoire. Elle fonctionne rarement comme un seul grand mensonge. Elle est plus efficace lorsqu'elle est construite à partir de milliers de vérités déformées. En prononçant les mots « vérité déformée », j'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. L'écran massif derrière moi a pris vie. Ce n'était pas un graphique. C'était une capture d'écran. Une capture d'écran d'un courriel crypté du téléphone gouvernemental de Leia au blogueur politique. L'expéditeur et le destinataire étaient clairement visibles. J'avais expurgé le nom du blogueur pour maintenir une position professionnelle, mais celui de Leia était là, à la vue de tous. Des phrases clés dans le corps du courriel étaient surlignées en rouge. Des phrases comme « méprise imprudent du protocole » et « plus préoccupé par son image que par son équipe » et la plus accablante, « une perte tragique mais évitable ». Un hoquet collectif a traversé l'auditorium. Le silence n'était plus captivé. Il était électrique de choc. J'ai regardé le visage de mon père passer de la confusion à l'incrédulité, puis à une compréhension horrifiée. La main de ma mère a volé à sa bouche, son masque de sang-froid se brisant en 1 million de morceaux. Mais j'ai gardé les yeux sur Leia. J'ai regardé chaque once de couleur s'écouler de son visage, sa confiance suffisante remplacée par le visage brut et laid de la panique. Elle avait l'air piégée. Elle avait l'air exposée. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Mais je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour parler de trahison, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement alors que l'écran derrière moi s'éteignait. Je suis venu ici pour honorer les vrais héros. L'écran s'est de nouveau allumé, cette fois avec les portraits officiels et souriants du sergent David Peterson et de l'officier Mark Shen. Leurs noms apparaissaient en gras sous leur visage. Ce sont les hommes qui ont donné leur vie lors de l'opération Starlight, ai-je dit. Ils ne sont pas morts à cause d'une décision imprudente. Ils sont morts parce qu'ils en ont pris une courageuse. Ils sont morts en protégeant les civils mêmes que nous étions envoyés sauver. J'ai cliqué une dernière fois sur la télécommande. Une courte vidéo granuleuse a commencé à jouer. C'était un enregistrement de téléphone portable d'un des survivants. Un message qu'ils avaient envoyé à l'agence des mois plus tard.
Un homme au visage fatigué parlait dans un anglais hésitant, remerciant les soldats venus du ciel. Puis la caméra s'est tournée vers sa fille, une petite fille d'un accent grave peine 10 ans. Elle regardait directement dans l'objectif, ses yeux sombres grands et sérieux. La dame aux yeux tristes, dit-elle. Elle nous a sauvés. Elle a sauvé mon frère. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le silence dans la pièce était absolu, profond. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai livré ma dernière salve. La valeur d'un agent ne se mesure pas aux médailles sur sa poitrine, mais aux vies qu'il sauve. La sécurité de cette nation ne se construit pas sur l'ambition. Elle se construit sur la compassion. Elle se construit sur le courage de faire le choix difficile, le bon choix, quel qu'en soit le coût personnel. C'est la véritable leçon de l'opération Starlight. Pendant un instant, il n'y a eu rien. Puis une seule personne au fond a commencé à applaudir. Puis une autre et une autre. En quelques secondes, tout l'auditorium était debout. Le son de leurs applaudissements, une vague assourdissante et déferlante de validation, m'a submergé. Un son que je n'avais jamais entendu auparavant, un son que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. Je n'ai pas regardé la foule qui acclamait. Mon travail avec eux était terminé. Au lieu de cela, j'ai regardé directement le premier rang. J'ai vu l'horreur stupéfaite sur le visage de mon père. J'ai vu la honte se battre avec la colère sur celui de ma mère. Et dans les yeux de Leia, j'ai vu la dévastation complète et totale d'un monde qui venait de s'effondrer en poussière autour d'elle. Le jeu était terminé. La situation s'était complètement retournée. J'avais gagné. Mais alors que les applaudissements rugissaient à mes oreilles, pourquoi cela ressemblait-il tant à une défaite? Les applaudissements de la salle de conférence s'étaient estompés, mais le silence qui les a remplacés était encore plus assourdissant. Dans les heures qui ont suivi mon discours, mon téléphone n'a cessé de vibrer de messages de collègues, du directeur Carter, même de Marcus. Mais il n'y avait rien de ma famille. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé de SMS. Ils ont simplement disparu, se retirant derrière un mur d'orgueil blessé. Ce soir-là, je suis retourné à la maison de Potomac une dernière fois. Il y avait quelques effets personnels dans mon ancienne chambre, une boîte de livres, une photographie d'un ami que j'avais perdu, le drapeau de David. J'en avais besoin. J'avais besoin d'extirper les derniers vestiges de ma vie de cet endroit pour pouvoir enfin en être libéré. Je suis entré avec ma clé. La maison était d'un calme mortel. Je les ai tous trouvés dans le grand salon, celui réservé aux invités importants. Ils étaient assis dans le noir, la seule lumière provenant des bougies sans flamme vacillantes sur le manteau de la cheminée. C'était comme entrer dans une veillée funèbre. Leia était recroquevillée en une petite boule sur le canapé, son visage bouffi et taché de larmes. Ma mère regardait fixement l'âtre froid. Mon père se tenait près de la fenêtre, une silhouette rigide contre le ciel qui s'assombrissait. Il a été le premier à parler, sa voix tremblante d'une rage qui avait couvé tout l'après-midi. « Tu as tout détruit », dit-il en se tournant vers moi. Son visage était un masque de fureur. « Tout. Le nom de cette famille, la carrière de ta sœur, tout cela réduit en cendres à cause de ton égoïsme. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune peur, seulement une tristesse profonde et lasse. « Non, papa, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je n'ai rien détruit. J'ai juste dit la vérité. L'obsession de cette famille pour sa propre image, le silence délibéré de maman, et l'ambition de Leia, c'est ça qui a tout détruit. La vérité a juste allumé les lumières. Ma mère a finalement bougé. Elle m'a regardé, et pendant un instant fugace, j'ai vu autre chose que de la déception dans ses yeux. Cela ressemblait à de la peur. « Rowan, je suis désolé », a-t-elle murmuré, les mots sonnant étrangers et cassant sur sa langue. Je ne savais pas. J'essayais seulement de protéger Leia. J'ai secoué la tête lentement. Tu ne la protégeais pas, maman. Tu lui permettais tout. Tu lui as appris que l'ambition était plus importante que l'intégrité. J'ai pris une inspiration, les mots sortant calmement, sans la colère que je m'attendais à ressentir. Et ces excuses ne sont pas pour moi. Elles sont pour toi. C'est pour te sentir mieux maintenant que la vilaine vérité est au grand jour. Mais il est trop tard pour ça. Je ne disais pas cela pour être cruel. Je le disais parce que c'était un fait clinique. Le pardon ne peut pas pousser dans un sol qui n'est pas labouré par un remords sincère.
Le leur était un jardin de regret d'avoir été pris, pas pour le crime lui-même. Je devais protéger la petite paix fragile que je venais de gagner pour moi-même. Finalement, je me suis approché du canapé où Leia était penchée, refusant de me regarder. Je suis resté devant elle un long moment, le silence s'étirant entre nous, rempli des fantômes de 20 ans de ressentiment. « Je ne te déteste pas, Leia, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant mais portant un poids de finalité indubitable. Je ne peux simplement plus t'avoir dans ma vie. » Ses épaules ont été secouées par un sanglot silencieux. Tu dois apprendre à vivre avec qui tu es. Tu dois trouver ta propre lumière au lieu d'essayer d'éteindre celle de tous les autres. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la clé de la maison. Je l'ai posée doucement sur la surface polie de la table basse en acajou devant elle. Le clic métallique a résonné dans la pièce silencieuse. C'est la dernière fois que je serai dans cette maison, ai-je dit, m'adressant à eux tous et à moi-même. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes pas étaient forts et réguliers sur le sol de marbre froid du foyer. Chaque pas était une affirmation. Chaque son était la création d'une nouvelle frontière, solide et impénétrable. Je suis sorti par la porte d'entrée, la refermant doucement derrière moi. En montant dans ma voiture et en m'éloignant du trottoir, une vague d'épuisement pur m'a submergé. L'adrénaline avait disparu, laissant une douleur creuse à sa place. Je me sentais vidé. Je me sentais peiné. Mais sous tout cela, alors que les pelouses parfaitement entretenues de Potomac défilaient devant ma fenêtre pour la dernière fois, j'ai ressenti autre chose. La liberté. Pour la première fois, la route devant moi était entièrement la mienne. Mais elle était aussi complètement vide. La route de cette nuit vide à Potomac m'a finalement mené ici, 6 mois plus tard. Elle m'a mené à une petite cabane en rondin nichée dans les collines calmes et vallonnées des Blue Ridge Mountains en Virginie. Mon voisin le plus proche est à 1 mile sur un chemin de gravier. Les seuls bruits sont le vent qui soupire à travers les grands pins et l'appel lointain d'un faucon qui cercle au-dessus. Le silence ici n'est pas vide. Il est plein. Il est paisible. Je n'ai pas quitté l'agence, mais je ne fais plus de travail de terrain. Mes jours à vivre avec un sac d'intervention et à dormir d'un œil sont terminés. Après la conférence, le directeur Carter m'a appelé dans son bureau. Il n'a pas mentionné ma famille. Il a simplement dit que mon « expérience unique du terrain humain complexe » faisait de moi la candidate idéale pour un nouveau rôle. Je suis maintenant à la tête de la formation stratégique pour la prochaine génération d'officiers traitants. Je ne leur enseigne pas seulement les techniques du métier, mais aussi l'empathie. Je leur apprends que les choix les plus difficiles qu'ils auront à faire ne seront pas entre le bien et le mal, mais entre le bien commun et la lettre de la loi. Je transforme mes cicatrices en leçons. Marcus descend de Washington DC tous les quelques week-ends. Nous nous asseyons sur mon large porche en bois à boire de la bière bon marché et à regarder le coucher de soleil peindre les montagnes de teintes orange et violettes. Nous ne parlons pas beaucoup. Nous n'en avons pas besoin. Nous pêchons simplement dans le ruisseau voisin et profitons du confort facile d'un silence partagé. Ceci, ai-je réalisé, est une vraie maison. Elle n'est pas construite de briques et de mortier et définie par le poids étouffant des attentes. Elle est construite avec la paix. Elle est définie par l'acceptation. Marcus avait raison. J'ai enfin trouvé mon chemin. Un après-midi vif, alors que je triais le courrier sur mon porche, j'ai trouvé une lettre. C'était une simple enveloppe blanche unie, sans adresse de retour. Mais j'ai reconnu instantanément l'écriture élégante et acérée. C'était de Leia. Ma main a légèrement tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas de longues excuses larmoyantes. Il n'y avait pas d'excuses. Il y avait seulement une seule page photocopiée, un avis de transfert officiel. Leia avait volontairement demandé une réaffectation de son poste de haut profil à Washington DC à un petit bureau de terrain tranquille dans le Midwest. Elle quittait le centre du pouvoir, quittant le jeu qu'elle avait tant essayé de gagner. Au bas de la page, il y avait une courte note manuscrite. Elle disait « J'apprends à trouver ma propre lumière. Merci de m'avoir montré l'obscurité. » J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Il n'y a eu aucune vague de victoire triomphante, aucun sentiment de justification. Il y avait seulement une tristesse calme et douce et une lueur d'espoir pour la sœur que j'avais autrefois connue. Mon héritage, ai-je réalisé, n'était pas la destruction de sa carrière. Peut-être que, d'une petite manière, c'était le catalyseur pour qu'elle commence enfin à construire une vie qui lui était vraiment propre. Ce matin, je me suis réveillé avant l'aube.
J'ai fait une cafetière fraîche de café noir fort et j'ai porté ma tasse préférée sur le porche. Ah, l'air était frais et sentait la terre humide et les aiguilles de pin. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule, regardant la première lumière pâle de l'aube commencer à poindre sur la silhouette sombre des montagnes. J'ai baissé les yeux sur mes mains, berçant la tasse chaude. J'ai tracé la ligne argentée et en relief de la cicatrice de brûlure sur mon avant-bras, un rappel permanent de l'opération Starlight. Pendant des années, j'avais vu ces marques comme des choses laides, la preuve d'une vie que je devais cacher. Mais maintenant, je les voyais différemment. Ce n'étaient pas des symboles de dommage. C'était une carte de ma vie. Elles étaient la preuve des batailles que j'avais menées, des choix que j'avais faits, et du fait que j'avais survécu. Je n'avais plus besoin de l'approbation de quiconque pour connaître ma propre valeur. Ma valeur n'était pas déterminée par un nom sur une plaque ou une photo dans un cadre. Elle était forgée dans le feu et l'ombre, et elle était mienne seule. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air propre et nouveau du matin. J'avais créé cette aube toute seule. Et alors que le soleil perçait enfin la cime de la montagne, inondant la vallée de lumière dorée, un sourire sincère et non forcé s'est étendu sur mon visage. Je me sentais libre. Le soleil est monté plus haut et pour la première fois depuis très longtemps, je ne regardais pas en arrière. Je ne regardais que vers l'avant, là où la lumière attendait. Mon voyage pour trouver ma propre lumière est terminé. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous qui écoutez, vos propres voyages se déroulent encore. Mon histoire est un rappel puissant que notre valeur n'est pas définie par la famille dans laquelle nous sommes nés, mais par la paix que nous construisons pour nous-mêmes. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. Et j'adorerais lire vos pensées. Alors, s'il vous plaît, partagez une chose qui vous a donné de la force sur votre propre chemin dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre a besoin de voir aujourd'hui. Enfin, si vous voulez entendre plus d'histoires de résilience et de découverte de sa propre voix, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté.